Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission débrief à froid de ce match olympique lyonnais au GC Nice conclu par une défaite 4-1, fin de série pour l'OGC Nice après une invincibilité de plus de 2 mois, quasiment 2 mois et demi. Voilà, il y a pas mal de choses à dire dans cette rencontre, hein. Vous l'avez constaté, je pense. On va parler arbitrage. Voilà, on va désamorcer dans un premier temps cette thématique puisque c'est très actuel. Et puis on a eu la confirmation en Mondovision que déjà il y avait pénalty sur Evan Guessant et puis que la décision de Monsieur De Chepi était totalement lunaire, incompréhensible et déjugée une décision du VAR. Donc voilà, si ça vous permet d'avoir des éléments de compréhension, c'est pas plus mal. Mais on va surtout parler football, jeu, parce qu'on a vu des choses positives, négatives, et parce que cette émission elle est faite aussi pour parler de jeu, parce qu'on aime quand même ce jeu qui est le football. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Anto. Salut Anto. Et- Salut, ça fait plaisir. Pendant le match, c'est possible que j'ai envoyé un vocal en étant un peu énervé, très énervé, où j'ai dit ne me mets pas sur l'émission. Et finalement, 2 jours après, c'est un peu redescendu, donc ça va. On va pouvoir tempérer les propos. Mais ouais, c'était très très difficile ce week-end. Et puis c'est vrai que là, en 3 jours, on a quand même bien morflé, hein, nous les supporters de l'OGC Nice. Donc ça fait du bien un peu de parler foot et un peu de parler de l'OGC Nice et on espère repartir de l'avant. Tempérer les propos, étrangement, depuis que je le suis sur Twitter, il a eu du mal à faire preuve d'une certaine mesure. Vous le connaissez bien sur Twitter et dans l'émission, c'est Vincent alias Bertigno. Vincent, à 48 heures de ce match-là, comment vas-tu? Bah ça va, toujours déçu, frustré. J'ai ruminé tout le week-end, enfin tout le week-end, toute la fin de week-end, mais bon, on est là, hein. Je vais prendre cette émission comme une thérapie pour décharger un peu les nerfs et puis voilà, on espère que on repartira sur une belle victoire contre le Havre. Oui, c'est ça. Et puis finalement, c'est pas plus mal de faire cette émission à J+2. Euh, Pas sûr que ça aurait été vraiment productif que de faire ça vraiment à la suite de cette rencontre parce qu'effectivement il y a cette défaite qui quelque part voilà existe, hein. Ça fait partie d'une équipe de foot que de perdre des matchs, mais dans ces circonstances là, à quelques jours après cette défaite honteuse contre les Rangers, le GC Nice avait à cœur de se rattraper, voilà, de sortir une belle prestation. On peut dire qu'au global, on en reparlera plus en détail, le contenu a été satisfaisant, un peu moins défensivement. Voilà, une série d'investibilité, comme je l'ai dit, qui prend fin, celle de l'Olympique Lyonnais qui continue. Une série de blessures, par contre, côté OGC Nice qui s'enchaîne. On y reviendra, mais Dante absent jusqu'en février. Barre également. Pas de très très bonnes nouvelles. Et puis, une troisième année consécutive lors de ce déplacement à Lyon où cette rencontre a été émaillée de décisions arbitrales qui ont eu un impact conséquent sur la rencontre. On va pas chipoter. Il y a 2 ans, il y a eu ce penalty lunaire accordé à Lacazette dans les dernières minutes de la rencontre qui a permis à Lyon d'accrocher le point du match nul. L'année dernière, il y a eu plusieurs situations, dont un ou deux penaltys non sifflés sur Jordan Lotomba et Evan Guessant, tiens, qui auraient pu permettre à l'OGC Nice de ne pas perdre ce match. Je crois qu'on perd 1-0 à Lyon. Vous me dites si je me trompe. Ouais, c'est à peu Voilà. près Ouais, ça. c'est ça, ouais. Et donc, jamais 203, un nouveau match où, messieurs, l'OGC Nice l'a très mal démarré. Déjà, on remercie Dazon pour cette. C'est même pas une Ah, c'est programmation, Nantes. mais Hein. en fait, cette gestion de la Ligue 1, cette gestion de la diffusion, très cheap. En fait, vraiment, c'est naze déjà en qualité, c'est naze en analyse, mais alors, ne pas avoir la possibilité de suivre le début du match et attendre que le Montpellier-Lille se termine pour prendre le match à la 4e minute, pour voir 30 secondes et voir le but de la casette, t'as qu'une seule envie, c'est de briser la télé en deux déjà dans un premier temps, mais surtout de continuer à souscrire à un IPTV en taux.
Ouais, carrément, carrément. Le soir d'avant, on a vu du rap sur DAZN. Je sais pas ce que ça va foutre. Enfin, respect aux rappeurs, hein, mais je sais pas ce que ça va foutre avec le foot. Au lieu de ça, au lieu de payer des rappeurs, ils pourraient limite mettre un autre canal de diffusion du coup pour les matchs pour qu'on rate pas 5 minutes. Donc déjà, honte à eux et vivement que Canal le reprenne avec un nouveau président de la ligue. Merci la Brune, au revoir. À part ça, ouais, en fait, c'est tous les ans, on n'en peut plus. On n'en peut plus de ressortir cet article qui est sorti il y a 16 ans et de le ressortir presque systématiquement tous les ans. Euh, les matchs, on sait que les arbitres sont pas bons et qu'ils font beaucoup d'erreurs et qu'ils sont pas forcément déjugés. C'est bizarre parce que ceux qui se retrouvent en Europe, ils sont très très bons en Europe. On en a vu un qui a arbitré Liverpool Real de Madrid, c'était super bien arbitré en semaine. Et bon voilà, le week-end ils font n'importe quoi. Alors je sais pas ce qui se passe, je sais pas le problème où il est vraiment parce que bah, peut-être nous on n'est pas dedans, mais ça commence à faire beaucoup. Nous on est très énervés parce que tous les ans on se fait voler par la même équipe de manière énorme. Des fois, il y a des problèmes d'arbitrage, mais on essaie de passer au-dessus parce que bah, ça arrive pour tout le monde. Mais là, c'est tellement gros qu'on est obligé de péter un plomb et c'est toujours face à la même équipe. Maintenant, si on sort du clubisme un petit peu et qu'on essaie de prendre du recul, bah, l'arbitrage ne va pas en France et il va falloir que les clubs commencent à vraiment systématiquement rentrer dans l'art et essayer de changer les choses pour qu'on ait quelque chose de plus juste parce que même bah, on perd de l'intérêt pour du football. Moi, personnellement, bah, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit à tout le monde et l'année prochaine je m'y tiendrai. Le Lyon-Nice de l'année prochaine, je ne le regarderai pas. Et si à la fin du match on me dit bah, ok ça a été plutôt correct au niveau de l'arbitrage, il y a eu peut-être des erreurs mais c'est correct, bah, je le regarderai en replay mais je le regarderai pas en direct parce que ça me bouffe trop d'énergie et ça me donne envie de tout casser. Donc il n'y a aucun intérêt et c'est dommage de dégoûter du football par ces décisions arbitrales et de modifier un match finalement et d'avoir trop d'importance sur le résultat du match. Ouais, effectivement, Vincent, on va reprendre chronologiquement un peu les faits de cette rencontre. Il y a donc ce premier but marqué par Alexandre Lacazette. Et puis donc le gym qui réagit assez rapidement au travers, eh bien, dans un premier temps, de cette égalisation de Evan Guessant. Et là, en fait, tu as cette première décision déjà assez particulière qui est de refuser le but sous prétexte que la VAR a appelé donc Bastien Deschépy, l'arbitre de la rencontre, pour eh bien, informer du fait qu'il y avait un contact qui est considéré, donc si j'ai bien suivi, comme une erreur manifeste, euh, qui a permis donc à l'arbitre de refuser ce but. Déjà, première situation très très questionnante, Vincent, puisque au-delà du fait que le contact est très léger, le joueur, comme on s'est dit avant le début de l'émission, lyonnais, a repris le cours de l'action. L'action a suivi. Il s'est passé peut-être une trentaine de secondes. Le but a été marqué. L'action était très très bien construite. Avec ce décalage trouvé par Sofiane Diop, ce centre de Mohamed Ali Chaud et cette finition de numéro 9 de Evan Guessant. Et donc ce but refusé. Alors, est-ce que c'est un problème de règle? Est-ce que c'est vraiment le jugement de l'arbitre à ce moment-là? Comment est-ce que tu peux l'expliquer cette décision? Moi, pour moi, c'est un mix des deux, parce que en soi, la faute de Rosario, tu peux la siffler dans l'absolu. Il y a contact, il y a obstruction, tu peux te dire qu'elle est sifflable. Maintenant, est-ce que tu vas refuser un but, sachant que l'action, bah, elle a évolué largement depuis cette faute-là? Comme tu dis, le joueur se replace, en fait, il y a plus d'impact, en fait. La faute, au moment où elle est commise et au moment où il y a le but, il y a plus aucun impact entre les 2 situations et à partir de là, en fait, je comprends pas pourquoi on revient dessus. Dans ce cas-là, c'est comme si je te dis, si le ballon, il sort pas pendant 2 minutes et qu'après tu vas marquer, est-ce qu'on se dit que, du coup, on revient sur la faute, d'il y a 2 minutes? Tu vois? C'est un peu le même cas de figure. Mais, c'est que de l'interprétation de l'arbitre. Après, il y a évidemment des règles. Je les connais pas par cœur, honnêtement. Mais sur ce coup-là, perso, ouais, je pense que c'est de l'interprétation. Je l'ai trouvé sévère de refuser le but, mais pas non plus scandaleux, au contraire du penalty. Donc ouais, c'était un premier coup un peu dur. Heureusement, après, on revient dans le match quand même, mais tu sentais que voilà, c'était un peu litigieux comme première décision. Bah, surtout Ouais, que. mais Ouais, vas-y, Anto. parce que le problème c'est que déjà c'est incohérent par rapport à tous les matchs, mais ça c'est un problème récurrent et il va falloir que ça se règle aussi. C'est qu'on a une incohérence totale entre les matchs. Et le souci, c'est que je pense que ce qui est sifflé, c'est le fait que le mec veut faire un 1-2 et que du coup, il peut pas y aller. Alors, mais soit c'est Usain Bolt le mec, et je suis même pas sûr que Usain Bolt il aurait eu le ballon,
parce que la passe elle est tellement pourrie derrière que quoi qu'il arrive, il peut pas l'avoir le ballon. C'est impossible. Au pire, il va gêner en essayant de courir sur Bambito, je crois. Mais c'est impossible qu'il l'ait parce que la passe elle est tellement mal gérée qu'elle finit dans les pieds de Bambito et le mec a même pas le droit besoin de bouger, il a même pas besoin d'avancer sur le ballon tellement elle arrive vite sur lui. Donc c'est ça qui est gênant parce que tu regardes des matchs, on a par exemple un cas similaire qui a été fait où c'est revenu très loin en avant, c'était la semaine dernière lors de Lens-Marseille, où il y a le but en Lensois, je crois, qui reviennent à la faute et finalement il y a le coup franc pour Marseille qui marque. Mais ça influe directement, tu vois. Donc je sais pas, franchement, les différences, c'est trop important entre les week-ends et je pense que c'est pareil en fait. Si on avait une explication claire de l'arbitre, peut-être qu'on pourrait juger quelque chose, mais c'est très difficile là. Ouais, encore une fois, il y a une absence totale de communication. On l'avait déjà dit, et je pense que c'est une demande qui est unanime de la part même des clubs, je pense, et des supporters de toutes les équipes. Parce que, attention, si vous n'êtes pas supporter niçois et que vous passez par là, là, aujourd'hui, on se plaint parce que ça touche notre club. On sait aussi qu'il y a eu des décisions qui, par exemple, contre Monaco à domicile, qui ont pu être aussi en notre faveur, même si ce n'était pas autant gros. Mais là, clairement, là, c'est aussi un message qui s'adresse aux Lyonnais, voilà, qui ont dit pour beaucoup, ouais, mais en fait, en gros, concentre-toi sur ton équipe, vous avez pris 4-1. Non, 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 le scénario de la rencontre nous laisse quand même des regrets, même si finalement ça se termine avec 3 buts d'écart. Parce qu'il y a cette égalisation euh, non validée d'Evan Guessant, il y a ensuite ce but sur une action assez similaire de Sofiane Diop, qui revient en forme, qui est l'homme le plus décisif sur les dernières semaines, qui je pense et je l'espère va être élu aiglon du mois de novembre, C'est Barre, c'est Barre. parce qu'il est très très bon en ce moment. Mais effectivement, la cohérence est très compliquée. Et est-ce qu'on peut considérer même qu'un écran, qui est un contact, est une erreur manifeste, nécessitant un appel du VAR pour revenir sur la décision et refuser un but dans un match à enjeu à Lyon? Et là, je vais faire un peu de clubisme, parce que je suis désolé de le faire, parce que c'est vrai. Dans l'autre sens, est-ce que la situation arrive pour Lyon? Est-ce que le but est refusé? Je me pose la question. À Lyon, chez eux, je me pose la question. Voilà. On est toujours dans cette logique aussi de gros clubs et de clubs un peu mid, comme l'OGC Nice, qui a des ambitions, mais qui des fois se confronte à une certaine réalité qui est que le traitement n'est pas le même. Voilà. Donc, l'OGC Nice n'a pas baissé les bras. L'OGC Nice a égalisé par l'intermédiaire, donc je l'ai dit, de Sofiane Diop. Anto, ça fait plaisir de voir Sofiane Diop à ce niveau-là. On le voit physiquement au top. Peut-être il n'a jamais été à ce niveau-là de capacité physique. On sent qu'il est très facile sur les appuis. Et en plus de ça, il est décisif. 3 buts, 3 passes D, j'ai vu depuis le début de la rencontre. C'est quand même plaisant de voir ce joueur-là, un des plus gros investissements de l'ère Ineos, qui répond aux attentes sur les dernières semaines. Ouais, bah, j'ai l'impression qu'en fait déjà tout s'est clarifié parce que c'est bête, mais tu sais, on a eu quand même le résultat de sa blessure et de ce qu'il enquiquine depuis 2, 3 ans. Je sais plus, bon, depuis un long moment. Et de se dire qu'ils n'avaient pas finalement trouvé la vraie cause de sa blessure et que du coup ça traînait. Bah, du coup, tu sais, je pense qu'il y a aussi ce côté-là où, en tout cas, j'espère que chez les gens, tu vois, ça atténue, où tu te dis, bah finalement, le mec, il faisait ce qu'il pouvait parce que on l'a toujours vu. C'est vrai qu'on en avait parlé dans un autre, enfin, dans les conclusions hâtives, du coup, où moi j'avais dit que Sofiane Diop serait l'homme en forme. Je m'envoie un peu la sauce, j'avoue. Mais où on avait dit que ce mec-là, quoi qu'il arrive, même quand il était pas bon sur ses petits passages où il jouait 3 matchs, après il se reblessait, bah, il y avait toujours l'état d'esprit qui était bon. Et au final, bah, on se rend compte que ça continue parce que Sofiane Diop, au-delà de ce qu'il apporte avec le ballon, ce qu'il apporte sans ballon, c'est aussi très très bon défensivement et dans les déplacements qu'il fait. C'est quelqu'un qui revient très bas, qui va presser, il fait beaucoup de choses et on le voit qu'il commence à tenir vraiment les matchs pendant 70-75 minutes à haute intensité, donc c'est plutôt cool. Et c'est très très bon, il va falloir s'appuyer dessus. Et de toute façon, bon, bah, avec tous les manques qu'on a, il va avoir du temps de jeu, c'est sûr. Et ça me fait extrêmement plaisir parce qu'il le mérite. Et ce mec-là, il mérite de la reconnaissance qu'il va avoir parce que quoi qu'il arrive, il n'aura jamais triché. C'est comme un Melvin Barr. Bah, ouais, il y a eu des passages difficiles, mais au moins ça triche pas et ça porte ses fruits. Donc, trop content pour Sofiane.
Vincent, le retour de Sofiane Diop aussi, c'est lié ou pas, mais à ce passage en 4-3-3, 4-2-3-1 modulable, est-ce que finalement c'est pas aussi connecté ce changement tactique avec le retour en forme d'un joueur comme Diop? Je pense pas que ce schéma tactique, il est fait, enfin, il a été choisi pour Sofiane Diop. Je pense qu'il y a avant tout les absences qui font que derrière, tu peux plus te permettre de jouer de la même manière. Mais l'avantage de Diop, c'est que bah, il peut aussi bien évoluer dans un 4-3-3 qu'un 3-5-2 ou 3-4-3. J'aime bien parce qu'il est polyvalent et comme l'a dit Anto, il donne de l'énergie avec et sans ballon, des solutions entre les lignes. Il arrive à trouver de plus en plus de passes intéressantes, on va dire, qui amènent du danger. Donc, moi, je suis content de le revoir à ce niveau-là parce que j'ai l'impression de revoir un peu ce qu'on voyait de lui à Monaco. Donc là, c'est positif. Maintenant, il faut qu'il enchaîne, qu'il continue. On va dire que dans le malheur actuel des blessures, bah, le fait qu'il se montre au niveau, c'est une bonne chose. Donc on est actuellement à un but partout et puis vient le moment de l'absence, hein, de l'absence des absences défensives et puis d'une nouvelle situation qui a fait peut-être un peu moins de bruit, du moins sur le direct, on ne l'a pas vu tout de suite. Il me semble que c'est le deuxième but le but du 2-1 de Ouais. la Casette sur le centre de Benrahma et cette poussette sur Nanjou. Déjà, Anto, est-ce que pour toi, objectivement, ça aurait pu ne pas être accordé? Ah ouais, non, mais moi, c'est 100%. Hein. Enfin, tu peux pas jouer comme ça, parce que sinon, tu vois, c'est pas un duel à l'épaule un peu musclé ou quoi, je m'en fous. Ça, je passe au-dessus. Là, clairement, il est dans son dos, il le pousse, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Surtout qu'on le sait, dans les règles du football, en tout cas en ce moment, dès qu'il y a une charge dans le dos, que ça soit avec n'importe quelle partie du corps, il y a faute. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attaquants qui jouent en essayant de se mettre devant le dos face à leur défenseur pour qu'ils soient poussés, qu'il y ait pénalty notamment, etc. Donc là, oui, et puis tu le vois, il y a vraiment intention et tout. Après, ça a fait moins de bruit, c'est vrai. Il y a le fait que, il y a beaucoup qui pointent du doigt le fait que Nanjou ne se plaint pas. Deux choses. Déjà, oui, il manque peut-être un peu de vis, mais il est jeune et c'est normal, il va apprendre. Et ça fera partie de son apprentissage. Et je pense que c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est bien que ça arrive lors de ce match-là parce qu'ils vont pouvoir lui montrer et lui apprendre aussi ce que c'est le haut niveau. Parce que la casette, lui, joue son jeu, tu vois, dans un sens. Donc, on peut pas non plus trop lui en vouloir là-dessus. Mais je pense aussi que si c'est à l'inverse, tu vois, quand on y revient, bah, il siffle en fait. Et parce que des situations comme ça où tu as les joueurs qui se plaignent pas et qui reviennent quand même à la faute, il y en a plein. Donc c'est pas que de la faute du manque de vis de notre joueur, quoi. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà, pour moi, il y a faute 100%, quoi. Vincent, ton ressenti un peu sur la situation, est-ce que tu es d'accord avec Anto? Ouais, un peu la même chose. Pour moi, la faute, elle y est. Après, effectivement, Nanjou, il est jeune. Donc, peut-être qu'un joueur avec un peu plus de vie aurait plongé, ou du moins, la réaction de l'équipe après le but, ça aurait été d'aller un peu harceler l'arbitre. Ah, au final, il n'y a personne qui bouge. Donc voilà. Tu vois, nous, sur le premier but qu'on nous refuse, ils sont tous allés voir l'arbitre pour lui dire il y a faute là-bas au fond sur Tagliafico. Nous, personne n'a bougé, on a baissé un peu la tête, on a levé les bras au ciel, mais il s'est rien passé. Donc, je pense qu'un match de foot, ça se joue aussi là-dessus, tu vois. Il y a une partie où mentalement, tu dois rentrer dans la tête de l'arbitre, tu dois rentrer dans la tête de l'adversaire aussi. Et bah, aujourd'hui, avec l'effectif qu'on a au niveau des jeunes, et surtout l'absence des cadres, bah, t'as pas de quoi rivaliser sur ce plan-là. Et je pense que bah, sur cette action-là, ça nous a un peu pénalisé. Donc, voilà, il y aurait pu avoir faute et il y aurait même dû avoir faute, je pense. Il n'y avait pas trop de débat non plus là-dessus. Après, juste, enfin, pour l'équipe, alors autant on est très tendre souvent, mais tu vois, sur cette action, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le voient en fait, en réalité, ce qui se passe, parce que le Oui, ballon, il oui. est de l'autre côté et tout le monde est tourné vers là-bas. Donc je pense qu'il y a ça aussi, c'est bon, c'est un truc du destin, mais bon, maintenant t'as quand même une vidéo qui est faite pour ça, tu vois. Alors certes, on manque de vis et tout ça, de toute façon on le dit à tous les matchs, et globalement, à part contre Monaco, on a été excellé là-dedans. C'est ce qu'on a à apprendre et il faudra qu'on ait des joueurs qui nous apprennent ça. Mais je pense que tu vois, c'est pas que là pour le coup, c'est moins grave que sur certaines situations, je trouve. Oui, ça, oui, c'est clair. Mais est-ce que c'est pas collectif justement? Parce que finalement, est-ce que bon, les absences n'ont pas permis justement d'avoir cette réaction et
Et ce côté, bah non, on n'accepte pas en fait le destin de cette rencontre parce que là, il y a des forces extérieures qui ne nous permettent pas de jouer au foot dans de bonnes conditions. Moi, ce qui m'a déplu, et tu l'as dit, et vous l'avez dit tous les deux, c'est que, en fait, on est gentil, quoi. On est Ouais. gentil. On est Bah, gentil et on ne réagit pas et on ne va pas se plaindre. Oui, on y reviendra dans un second temps. Il y a eu des déclarations, Flo Maurice, Francaise, le tweet de Fabrice Boquet, d'accord, mais sur le terrain, c'est inconcevable qu'il n'y ait pas plus de réclamations, de volonté Non, mais justement de faire pencher la balance en fait. on fait semblant. Il y a des ouais. situations où tu vois que ça se plaint un petit peu, machin, mais au final, l'arbitre, il monte du doigt que non, bah, personne insiste, il n'y a rien, personne crie au scandale. Même quand on vient protester, au final, c'est pas, il n'y a jamais de véhémence, quoi. On vient Moi, voir l'arbitre, tu vois, des mecs comme Boudaoui et tout, ils viennent voir l'arbitre en disant ah, il y a quelque chose. Et puis au final, l'arbitre dit non, bah, il fait demi-tour, il va se replacer, quoi. Mais Il va se replacer en souriant et avec en train de mâcher son chewing-gum, précise-le parce que c'est important. On y reviendra un peu plus tard pour Hichem après, la bonne Boudaoui. haleine. Mais nous, non, mais le seul joueur. Après, moi, ce que j'aimerais, alors ça ne se fera pas, mais ce que j'aimerais, c'est que si elle retourne d'un certain Tunisien qui joue piston gauche ou latéral gauche, peu importe, avant le retour de Dante, j'aimerais bien que pendant 2-3 matchs, ils prennent le brassard de capitaine. Parce que ouais. franchement, Rosario et Youssouf, bon, très sympathique, mais vous avez rien à foutre avec un brassard autour du bras. Dante, bon, lui, il le retrouvera quand il reviendra, ça, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, Ali Abdi, c'est le seul qui a cette mentalité-là, de vraiment d'aller au combat, quoi. Ce mec-là, il est arrivé il y a 3 mois et il a plus d'amour pour le club et pour le maillot que certains qui sont là depuis 5 ans. Donc il y a un moment où ben, ce mec-là, il mériterait d'avoir le brassard pendant quelques matchs, de montrer ce que c'est en réalité d'avoir une mentalité de gagnant sur le terrain. Ouais, je suis assez d'accord avec ton analyse, Anto, par rapport à ça, mais est-ce que finalement, on peut se dire aussi que l'effectif n'est pas en train de se transformer quelque part, être un peu plus à l'image de Francaise. Bon, c'est la notion de temps aussi, voilà, qu'on mentionne assez régulièrement. Parce que quelque part, c'est difficile de construire année après année quand la direction sportive change, quand l'entraîneur change, quand les joueurs changent. Alors que quelque part, lorsque tu donnes les clés du camion à un entraîneur qui puisse justement installer son dispositif tactique, ses consignes et également sa mentalité, bah, moi je m'y retrouve effectivement un peu plus avec un Ali Abdi qu'avec un Hichem Boudaoui dans la mentalité. Mais si on va revenir peut-être sur le match, et donc sur ces 2 minutes qui font basculer la rencontre finalement, qui te voit en fait mener 3 buts à 1. Il y a donc cette situation du but de la casette avec donc cette faute non sifflée sur Nanjou. Il y a ce but de Verretou. Mais Vincent, ce qu'on a surtout constaté, étrangement, c'est peut-être le match où Moïse Bombito a été le plus en difficulté depuis qu'il est sous le maillot rouge et noir. Pas aidé par un Mohamed Abdelmonem dans le creux de la vague. Hein, on y reviendra peut-être un peu plus en détail après, mais qui lui traverse une période compliquée. Le défenseur égyptien. On voit une charnière voilà, qui a peut-être pas d'automatisme, sûrement. Ça bricole semaine après semaine. On avait déjà vu la limite jeudi soir contre les Rangers. Mais là, en fait, tu vois surtout que ça respire pas la confiance, quoi. Bah, ça respire pas la confiance parce que déjà, Abdelmonem et Bombito, à eux deux, ça doit être 15 matchs de Ligue 1 cumulés, je pense. Mm. Donc, tu arrives dans un contexte où tu joues à Lyon, il y a de l'enjeu, il y a des joueurs de qualité, il n'y a pas d'automatisme dans ta défense centrale. Même les latéraux, c'est pas des latéraux de métier, donc en fait, tu as une défense 100% expérimentale. Et je pense aussi qu'il y a le facteur du match qui rentre en compte, c'est que Bombito, je le trouve très bon quand on défend haut, parce qu'il a la capacité à jaillir sur le porteur, à couvrir les espaces aussi dans la profondeur. Mais par contre, dans la défense, dans sa surface, je le trouve un peu moins serein. Dans son placement, son marquage, je le trouve un peu moins attentif. Et on l'a vu là, hein, sur le premier but qu'on prend. Je crois que c'est lui qui lâche le Ouais. marquage sur la casette. Donc voilà, c'est des situations comme ça où, en fait, je pense que notre défense, honnêtement, elle tient à Dante parce que c'est un peu lui qui organise tout,
qui aide les autres à se placer, tu vois. C'est un peu, même si lui, il n'est pas irréprochable tout le temps, Dante, mais il a cette expérience qui permet aux autres de se libérer un peu, de se placer mieux, voilà, d'être soulagé d'une certaine responsabilité aussi. Et aujourd'hui, je pense que ça fait la différence. Vincent, Oui, c'est bon, c'est bon, t'as oui. donné une passe Oui, décisive. c'est bon, j'y Eh, vais, j'y vais, Anto, j'y vais, je j'y vais, t'ai c'est bon. attendu, je me suis dit, Non. je vais pas le lancer, il va répondre forcément sur Dante. Ouais, mais attends, là, j'ai pris un KO. Non, plus sérieusement, Dante, je suis peut-être celui qui a plus critiqué en vrai de toute la commu, donc je m'excuse. Cette saison, j'ai moins de choses à dire sur toi. J'en ai quand même un peu, mais j'ai moins de choses à dire sur toi. Et de toute façon, par la force des choses, quoi qu'il arrive, c'est notre deuxième meilleur défenseur depuis le début de la saison. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, attention. Voilà, mais en tout cas, c'est le deuxième meilleur défenseur de la saison. Euh, Bien sûr qu'il manque parce que Abdelmonem, en plus, c'est difficile pour lui parce que, quoi qu'il arrive, il est dans un moment difficile et il enchaîne. Il n'a pas le temps de souffler un peu, de reprendre un peu ses marques, de peut-être apprendre quelques mots de français, etc. On a vu qu'il y avait des trucs compliqués, on reviendra sur lui plus tard. Mais quoi qu'il arrive, ça serait mieux. T'as Youssouf qui se blesse en jouant 15 minutes par match. Enfin bon, voilà, c'est très compliqué. Bon, bref, donc du coup, par la force des choses, t'es obligé d'avoir ces deux-là. Euh, Maintenant, je suis pas sûr que ça soit que eux le problème. Et il y a un moment où il va falloir qu'on ouvre le dossier alors de Boudaoui. Je pense qu'il va manger quelques claques après. Et de Pablo Rosario, parce que Pablo Rosario, ok, on l'aime bien, il y a de la mentalité. Ce mec-là, on l'a vanné et puis ensuite on l'a un peu encensé, à juste titre. Monsieur Rosario, depuis la trêve, tu es horrible toi aussi. Les deux sont catastrophiques. Et je pense que ça pèse aussi beaucoup sur la défense parce qu'ils récupèrent pas un ballon, ils font très peu d'efforts pour combler les espaces, casser les lignes de passe, etc. Et du coup, ça tombe tous sur les défenseurs centraux. Je dis pas que c'est pour ça qu'Abdelmonem fait beaucoup d'erreurs ou que Bombito a été mauvais contre Lyon, enfin mauvais, moins bon contre Lyon. Mais en tout cas, eux aussi ont une énorme part de... Bon, enfin, c'est de leur faute aussi, quoi. Et donc voilà, donc c'est très compliqué. Voilà, le seul qui, je trouve, a en tout cas fait un bon match et, enfin, dans la globalité, un assez bon match, alors qu'on avait vu des difficultés, c'est Louché qui progresse quand même assez bien, je trouve, au poste de latéral droit. Il commence à prendre en assurance et ça commence à être de mieux en mieux. Je dis pas que c'est un top joueur, mais en tout cas, c'est un mec sur qui tu peux compter quand t'as personne et quand t'as pas Jonathan Klaus. Donc c'est plutôt positif. Il avait un client en face de lui, hein, avec Malik Fofana qui est dans une période vraiment intéressante. Euh, Vincent, donc on suit le fil de la rencontre, on va reparler arbitrage, puisque donc le Gym est mené 3-1 à la mi-temps. Et puis avant l'heure de jeu, il y a donc cette situation qui a fait débat, dont vous avez entendu parler forcément. Et on a eu le fin mot de l'histoire, donc par rapport à cette décision-là, puisqu'on a eu les échanges entre donc l'arbitre central et les arbitres vidéo, voilà, les échanges qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de la direction technique de l'arbitrage. Et le point d'interrogation, c'était la gestion de la main. Est-ce qu'il y avait potentiellement main d'Evan Guessant qui aurait pu justifier le fait que le penalty eh bien, ne devait pas être sifflé? Il n'en était rien, puisque vous avez entendu l'échange sans doute, ou alors je vous invite à l'écouter. Les arbitres vidéo sont formels. Il y a penalty, puisque il y a plusieurs fautes en fait sur la même action. Il y a cette faute en haut du corps, il y a une faute au niveau du pied. Il y en a au moins deux à signaler, suffisamment pour signaler un penalty. Et ce qui est navrant, Vincent, dans cette situation-là, c'est que d'une manière totalement délibérée, unilatérale, l'arbitre décide, sans qu'on comprenne réellement pourquoi, parce qu'on n'a pas eu les explications après, qu'il n'y aurait pas pénalty. Il y a eu un... je crois qu'il dit je ne préfère pas... Il n'y a pas penalty, mon GG. je ne préfère pas Je siffler préfère pas pénalty. péno. Je ne préfère Ouais, pas c'est ça. péno. Bah alors, Ouais. sans rentrer dans la théorie du complot, hein, on n'est pas à ce niveau-là dans le débat, mais c'est incroyable par contre cette situation. Je pense que c'est lunaire. Alors, il y a eu des décisions favorables pour l'OGC Nice, défavorables, on les a en tête.
Ça fait 20-25 ans qu'on supporte ce club. On se rappelle de l'arbitrage de l'Hermite lors d'un Nice-Sochaux avec un doublé Dylan et l'expulsion injuste de Florent Balmont pour une main qui n'y était pas sur la ligne. Voilà, je m'en rappelle parce que j'y Ah, étais. tu l'as sur le cœur celui-là. Mais bien sûr, bien sûr, parce que Grégorini, il arrête le premier penalty Dylan. Il arrête le premier penalty Dylan. Et il le retire après. Et il marque Dylan. Cet enfoiré. Donc voilà, Vincent, par rapport à cette situation-là, ça aurait pu permettre, allez, 9 chances sur 10, de voir l'OGC Nice revenir à 3-2. Et en fait, paf, nouveau gros caillou dans la chaussure qui te plombe en fait la deuxième mi-temps qui, au global, était plutôt bonne parce qu'il y a cette grosse occasion aussi de Tanguy Ndombele. Excuse-moi, il y a le chien. Excuse-moi. Coucou le toutou. Ouais, non, mais clairement, on faisait un bon début de seconde mi-temps. Je trouve qu'on était vraiment bien rentré dans la seconde mi-temps parce qu'on mettait du rythme, on se projetait beaucoup. Et, euh, et en fait, je comprends pas comment il peut ne pas siffler ce penalty. Vraiment, je comprends pas. Qu'il le voit pas sur le temps réel, admettons Il est déjà bien que. placé, hein. Il est bien placé, mais bon, admettons, il se dit c'est dans le duel, Guessant il peut tomber un peu facilement. Bon, allez, on va admettre. Il peut avoir le doute. Après, quand tu vois les images, tu vois la prise d'étranglement de Dindan Agent de la BAC, de Khaled Achar sur Guessant, tu vois la poussette dans le dos, tu vois le pied sur la cheville. Enfin, quand tu vois le rapport audio qu'ils ont sorti tout à l'heure, euh, en fait, à aucun moment, tu as l'impression que l'arbitre il regarde l'action. À aucun moment, il évoque quoi que ce soit. Il regarde les images 10 secondes et il dit non, il n'y a pas péno. Mais sans comprendre pourquoi il choisit cette décision-là. Et là, encore une fois, bah, il y a la DTN, c'est ça, la DTA, non? DTA, ouais, c'est ça. Ouais. Qui publie un communiqué, oui, il y avait penalty, mais au final, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que De Sheppy va être sanctionné? Qu'est-ce qu'on considère de l'équité sportive? Enfin, en fait, c'est usant parce que on a des situations comme ça qui se répètent en Ligue 1 et tu as l'impression que les arbitres, ils sont protégés constamment. Il y a des erreurs, tout le monde en est conscient, tout le monde le voit, mais personne ne dit rien. La Ligue ne dit rien, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de remise en question. On a mis la VAR pour avoir moins d'erreurs qu'auparavant. Au final, bah, les mecs, ils arrivent quand même à faire des erreurs en revoyant les images. Donc, non, je comprends pas. En fait, je comprends pas comment c'est possible d'être à ce niveau-là d'arbitrage et que surtout, ça fait plusieurs saisons qu'on continue de le dire et que rien n'est fait. T'as l'impression que les mecs sont protégés et si un entraîneur ou un joueur a le tort de dire quelque chose, il va se manger 4 matchs de suspension. Donc, en fait, voilà, tu surprotèges et tu entretiens la culture de bah, c'est pas grave, ça arrive de faire des erreurs, mais c'est pas comme ça que le foot français il va avancer, quoi. La culture surtout du manque de transparence. Parce que là, on parle effectivement de décision et de manque de compréhension. Parce que quelque part, des décisions qu'on ne comprend pas ou qu'on ne s'explique pas, ben, on les acceptera peut-être toujours pas si on a des explications, mais au moins on aura des explications et on aura une volonté aussi de dialogue pour eh bien, reconnecter un peu ce lien entre l'arbitrage, les joueurs et les institutions clubs et les supporters. Parce que, Anto, enfin, honnêtement, est-ce que M. De Sheppy va être déclassé? Va-t-il être sanctionné? Je ne le sais pas. L'année dernière, il met 4 matchs de suspension à Franquès pour des propos justement critiquant le fait que, alors j'ai plus les propos en tête, mais qui critiquait l'arbitrage de M. De Sheppy. Est-ce qu'on ne peut pas supposer derrière qu'il y a eu une sorte de vendetta de la part de Sheppy? En fait, on ne sait pas, parce qu'il y a un flou abyssal. Non, mais déjà, De Sheppy ne nous aime pas. Voilà. On l'a tous oublié. Il y en a qu'un qui s'en est rappelé, c'est mon père. Et il m'a ressorti l'article de l'équipe. Je crois que c'est mis sur Twitter, je sais plus. Mais c'est Monsieur De Sheppy qui avait exclu Monsieur Todibo au bout de 9 secondes à Angers. Donc, tu vois, c'était avant Aise. Donc, je pense que peut-être que juste ce mec il nous aime pas. Et c'est possible. C'est comme si moi demain j'arbitrais l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est vrai qu'il est possible que s'il y avait un attentat sur un joueur de Marseille, j'aurais applaudi. Tu vois, donc, tu vois, enfin bon, j'exagère, hein, c'est pas vrai. Mais dans l'idée, peut-être que lui, juste, il nous aime pas et que plus avec son accrochage avec Aise, etc., ça a fait un cocktail explosif. Mais dans tous les cas, déjà, oui, aussi petite chose quand même, qu'on a peut-être un peu zappé. On a quand même Monsieur Nicolas Tagliafico qui a écrasé son pied sur la jambe de Shaw
Faute. Ah ouais, bah ouais, si vous voulez, ouais. Alors qu'en vrai, il serait resté dans sa position initiale, juste il lui tapait dedans et bah au pire, il lui aurait fait un peu mal dans le torse, mais ça passe. Là, il s'est quand même écrasé là, sur sa jambe. Ok, si vous voulez. Mais c'est pareil, si c'est l'inverse, je pense qu'on prend rouge. Donc voilà, c'est. Je l'ai un peu aussi là, je l'ai un peu aussi là. Maintenant, pour parler des arbitres et de ce qui se passe, on va juste essayer de prendre exemple sur le meilleur championnat du monde, en tout cas le plus attrayant et le plus regardé au monde, c'est la Première Ligue. La Première Ligue, il y a eu des énormes erreurs d'arbitrage il y a quelques semaines en Première Ligue, c'était le match de Tottenham, il me le semble. L'arbitre a été déclassé en 4e division pendant 3 mois, je crois, ou 4 mois. Voilà. Nous, qu'est-ce qui se passe? Bah, de chez Pi, on va lui dire, bah, va à la VAR le week-end prochain et après, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, donc à partir de là, quand tu as cette mentalité-là, bah moi j'essaye toujours de regarder ce qui se fait de mieux, et ce qui se fait de mieux c'est en première ligue sur plein de choses, et notamment sur l'arbitrage, et eux dès qu'il y a un énorme incident comme ce qu'il y a pu avoir là, ou ce qu'il y a dans d'autres matchs de Ligue 1, hein, il n'y a pas que nous, mais quand c'est trop gros, bah ils les fracassent les mecs, pour essayer de faire comprendre aussi aux autres qu'ils sont pas intouchables, et nous on le fait pas, donc forcément ils sont protégés, et ils sont dans un système un petit peu... non, j'allais dire un mot, mais je vais pas le dire, c'est mieux. Enfin bon bref, Bah, ils sont c'est dans un système un petit corporate peu en fait. pervers quoi. Ouais voilà c'est ça, c'est un système un peu pervers, un peu auto-centré, où quoi qu'il arrive il se passera rien, donc voilà, c'est compliqué. Vincent, au global, cette semaine, elle se solde quand même par un 8-2 assez salé. Lorsqu'on met les. Oui, je le rappelle au cas où, hein, on a pris 2 fois 4 buts à 1. Donc, bon, ça nous fait quand même un point commun avec le FC Barcelone et Ansu Fati, du coup, en lien avec l'OGC Nice et Barcelone. Euh, J'ai l'impression d'avoir pris une balle perdue là. non, 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 mais Après, j'ai toujours senti qu'il y a 2 ans, je sentais vraiment qu'elle allait signer chez nous. je vous invite à googliser Ansu Fati OGC Nice pour vous marrer de cette photo prise à l'Alliance aussi. Mais mine de rien, quand même, alors, ça fait 2 grosses défaites. Ça nous met toujours dans une situation inconfortable en Europe. On est toujours de mémoire 6ème en championnat, mais c'est quand même une semaine assez lourde mathématiquement, mais au contenu assez divers, mine de rien. Tu perds 4-1 à Lyon. Si on enlève l'arbitrage, on reviendra peut-être plus en détail sur le contenu, mais c'est quand même plus rassurant, mine de rien, ou comment tu te situes. J'ai quand même l'impression que on a retrouvé des valeurs et puis des forces vives aussi contre Lyon qui ont permis de sortir un match plus complet. Ouais, mais Ouais, bah, déjà, faut prendre tout le contexte en compte parce que déjà, je crois que tu as 12 blessés avant les matchs contre les Rangers et Lyon. Donc, c'est énorme en fait. N'importe quelle équipe de Ligue 1 se retrouverait avec 12 blessés, dont au moins la moitié des titulaires absents. Bah, c'est juste intenable. Et paradoxalement, je trouve que collectivement, même avec des joueurs qui ont à peine débuté en pro ou qui sont là depuis pas très longtemps au club, on a été plutôt bon. Et en fait, si tu regardes les scores, c'est lourd. Si tu regardes les prestations, c'est pas si horrible que ça. Et tu te fais pénaliser en fait sur des erreurs individuelles, hein. Contre les Rangers, il y a 3 erreurs individuelles, ça fait 3 buts. Bon, bah voilà. Mais collectivement, c'était pas nettement inférieur aux Rangers. Contre Lyon, collectivement, tu fais le match aussi parce que tu tiens tête, tu as des occasions. Au final, tu subis pas tant d'occasions que ça, hein. On en met au moins autant qu'eux en ont. Donc non, tu le payes parce que t'es pas efficace dans les deux surfaces et parce qu'aussi bah, tu as des joueurs qui commettent des erreurs. Donc on peut être aussi bon qu'on veut, mais à un moment donné, à ce niveau-là, les erreurs, elles se pardonnent pas et on les a payées cash. Donc voilà, mais je suis pas forcément inquiet pour la suite, même avec cette cascade de blessés. Je trouve qu'on a un contenu cohérent, on a des jeunes qui arrivent à se montrer aussi à la hauteur, et ça, c'est une bonne base sur laquelle s'appuyer. Justement, les jeunes Anto sur, on va dire, les 2 matchs, si on englobe celui des Rangers. Bon, il y a le petit Yael Nanju qui a été titulaire à Lyon. C'est en fait positif, hein, mine de rien, lorsque tu mets tout bout à bout, hein, les matchs de Loucher, de Camara, de Nanju. On peut intégrer aussi la rentrée de Illier, hein. Ça faisait 2 ans environ qu'il n'avait pas joué sous les couleurs de l'OGC Nice. Mine de rien, est-ce que tu restes également optimiste comme Vincent sur le fait que, oui, certes, il y a énormément de blessés. Oui, certes, on a pris 2 grosses valises, ça fait mal. Les contenus étaient quand même très divers. Mais on reste quand même 6ème, ne l'oublions pas. Et
quelque part, lorsqu'on aura récupéré tous nos joueurs en espérant un jour avoir un effectif au complet, on pourra peut-être commencer à causer et c'est là où on trouvera notre hymne de croisière. Non, mais carrément, c'est même fort en vrai ce que font les joueurs et Aise. Alors, la Coupe d'Europe, c'est compliqué. Moi, ce qui me plaît pas en Coupe d'Europe, c'est pas forcément le fait qu'on soit 35e. Ça fait chier, c'est vrai, on passe un peu pour les tocards de Ligue 1. Mais c'est pas ce qui me dérange le plus. Ce qui me dérange le plus, c'est l'état d'esprit qu'on met en Coupe d'Europe, et notamment de joueurs d'expérience. Un monsieur Gaëtan Laborde, un monsieur Hicham Boudaoui, un monsieur Rosario. Bon, bref, on refera pas le truc. Mais ce qui me gêne, c'est cela. Parce que les jeunes, quand ils ont joué en Coupe d'Europe, ben, ils sont là pour dépanner finalement, parce que t'as plus qu'eux. Mais les mecs, ils mettent leur âme sur le terrain et ils jouent, ils sont pas trop mauvais. Alors certes, ils font des erreurs, mais c'est pas grave, on s'en fout, ils ont 20 ans, 18 ans, tu peux leur excuser. Là, en championnat, c'est pareil. L'avantage, c'est que tu retrouves des vrais joueurs, quoi. Voilà, quand tu commences avec Moukoko Laborde, t'as moins de prétention que quand tu commences avec Guéchamp, Shaw et Diop. Bon, Boanani a fait son match en Coupe d'Europe. Mais voilà, dans l'idée, forcément, tu regagnes en qualité d'ensemble et ça te permet de faire une meilleure prestation. Maintenant, où on peut être très content et positif pour la suite, c'est que du coup, on a tellement de joueurs qui se montrent, parce que on en parlait, hein, on a vraiment l'impression d'être dans le Football Manager, où c'est la fête à la saucisse, et en fait, tu te retrouves à avoir tout ton centre de formation qui est en train de jouer, tu as tous les joueurs de l'effectif qui ont eu du temps de jeu et qui ont eu l'occasion de prouver, donc tu peux déjà écarter des mecs. Aujourd'hui, effectif complet, Moukoko ne doit même plus regarder le banc. Mais par contre, tu peux te dire, Raresh, il y est finalement, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes à la fin d'un match qui était déjà gagné par Lyon, ou peut-être que l'intensité était moins bonne, mais en tout cas, ce qu'il a monté dans l'état d'esprit, dans ce qu'il voulait faire, c'est peut-être ça en fait ce qu'il nous faut. Et quand tu le compares à ce que Hicham Boudaoui devrait faire, puisqu'il a joué à peu près 8, c'était un 8-10, mais bon, est-ce qu'on n'en a pas besoin? C'était pas si mal, quoi. Est-ce qu'il a pas le droit d'avoir ses 25 minutes, surtout en ce moment qu'il n'y a personne, et en plus dans un milieu qui, quoi qu'il arrive, même à effectif complet, est décimé. Et c'est pas notre secteur où on a le plus de monde, et c'est sans doute où on a le plus de problèmes. Donc tu te dis, finalement, pourquoi pas lui? Pourquoi pas Camara qui aura le droit de rentrer en jeu? Parce qu'au début, il n'avait pas le droit de rentrer en jeu. Il était trop jeune, peut-être, et peut-être que Francaise a raison. Mais en tout cas, maintenant, il a montré des choses. Et il y aura des erreurs. Il faudra pas leur tomber dessus à la moindre passe ratée. Mais en tout cas, ils en veulent et on peut compter sur eux sur 25 minutes, sur un match entier parce qu'il y a personne d'autre. Et ça, c'est très intéressant et c'est très prometteur pour la fin de la saison, mais aussi pour l'année prochaine avec les changements tactiques qu'il y aura en espérant garder le même board, mais les changements de joueurs qu'il y aura pour s'affiner au système Aise, à ce que veut Francaise et peut-être à la mentalité de Francaise aussi. Il y aura des joueurs qui partiront parce qu'ils n'ont pas la mentalité et d'autres qui arriveront, mais tu pourras compter sur eux pour être dans ton groupe de rotation et avoir un groupe très complet pour les prochaines saisons. Donc ça, c'est très intéressant. Est-ce que finalement, Vincent, cette question des jeunes et les bonnes choses qu'on voit sur les derniers matchs ne reflètent pas aussi la défaillance de certains cadres qu'a mentionné Anto, Hichem Boudaoui, Pablo Rosario, Jean-Globe Youssouf, parce que, Ouais, oui, ouais, certes ouais. blessé, mais brassard autour du biceps. euh, voilà, questionnant aussi, Gaëtan Laborde. Voilà, je vais employer un terme qu'on aime beaucoup, mais tu as l'impression en fait que tu es encore une fois en transition avec des joueurs dont tu dois te séparer, qui ont fait peut-être déjà leur temps à l'OGC Nice et qui ne correspondent pas footballistiquement à ce qu'attend Francaise. Et puis à côté, peut-être une génération qu'on attend depuis quelques années qui pousse un peu pour montrer qu'ils sont crédibles pour avoir des minutes. Ouais, mais en fait, ce qui est frappant, c'est que t'as aucun leader dans cet effectif. T'as pas de leadership. T'as des mecs d'expérience, hein, on peut les citer, hein. Boudaoui, il a quand même 5 ans d'expérience en Ligue 1. Laborde, il a 10 ou 12 ans d'expérience en Ligue 1. Mais c'est pas des leaders. Parce que dans la tête, mentalement, c'est pas eux qui te font bouger le groupe, c'est pas eux qui te remettent tout le monde à la place. Voilà, c'est trop peu en fait. Tu t'attends à ce que ces gars prennent le groupe en main quand ça va pas bien, qu'ils se montrent au niveau, qu'ils arrivent à sortir la tête de l'eau. Au final, non, rien de tout ça. Donc, tu as des jeunes aujourd'hui qui, même si c'est pas les meilleurs, si c'est pas des cracks potentiels, dans la mentalité répondent présent. Tu vois, Camara contre Twente, il fait son premier match là, et c'est le seul qui va au charbon sur la première mi-temps. Et ça, pour moi, c'est inconcevable. Le mec a 19 ans, c'est son premier match en pro, c'est lui que tu retiens comme le seul combatif du 11 de départ. Donc là-dessus, il y a un problème, mais il date pas de cette année.
Déjà l'année dernière, enfin même depuis 2-3 ans, on n'a pas de vrai leader. On a Dante qui est capable un peu, mais qui est aussi capable de sortir de ses matchs par moment. Mais à part ça, c'est assez peu. Donc là, tu as un peu Melvin Barr, tu as Abdi aussi qui vient d'arriver, mais c'est quand même trop peu. Dans un effectif qui ambitionne de jouer l'Europe, par ligne, tu dois avoir au moins un ou deux joueurs qui est capable d'aller au combat pour l'équipe et de maintenir un niveau de performance régulier, peu importe le niveau affiché par l'équipe. Moi, j'ai une recommandation Mercato, hein. Au pire, on peut aller chercher le capitaine d'une équipe qui coule en deuxième division anglaise, qui est habillé en orange, Wolverhampton. On peut aller chercher le capitaine. Je connais pas trop, j'ai pas trop vu jouer, mais voilà, Mario Limina, au cas où, je pense que c'est un bon leader. Donc, s'il serait passé chez nous, on aurait dû le garder pour qu'il soit vraiment un mec qui montre la voie. Mais bon, malheureusement, il est pas passé chez nous, donc voilà, c'est dommage. Mais ce serait un mec qui serait très intéressant à avoir dans l'effectif dès janvier. Mais tu sais quoi, moi, tu sais quoi, je vendrais Ouais. Youssouf et je prendrais Lemina. Bah, Ouais. écoute, c'est exactement ce que je pensais. Le move, Non. il vous paraît intéressant, parce que c'est vrai que si on avait fait l'inverse, enfin, franchement, ça aurait été bon, Ah, un peu questionnant, quoi. ouais, ouais, on pourrait être deg, ouais. Bah, ouais. Mm. Il aurait fallu être fou, en fait. Voilà, voilà. Mario revient, hein, si tu passes par là. Mais effectivement, je pense que de toute manière, si on prend globalement au-delà du terrain, il y a effectivement eu un manque de vice, un manque de personnalité, un manque de caractère. Et lorsque tu regardes, on en revient un peu à ce qui avait été dit après les Rangers, mais on en revient un peu au club en lui-même. C'est-à-dire que, ben oui, Flo Maurice a dû aller contre sa nature euh, pour venir parler à la presse et en plus parler d'arbitrage, chose qu'il fait rarement de base, et en plus pour un sujet aussi polémique que l'arbitrage. Francaise, eh bien, très bon communicant qu'il est, a dû aussi se mouiller avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, avec déjà une suspension qu'il avait eue l'année dernière. Reste quand même un personnage qui a irrité, je pense, certains, dont moi, peut-être vous. Fabrice Boquet, directeur général de l'OGC Nice. Était-il à Lyon? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez sans doute vu, vous qui êtes sur Twitter, qu'il a donc cité un tweet fait l'année dernière en disant on reprend les mêmes et on recommence. Merci. Merci d'aller dans le sens du vent, monsieur Boquet. Mais comment vous dire qu'on vous attend peut-être un peu plus dans le concret, dans les faits, dans les instances, dans le fait de représenter l'OGC Nice, dans le fait de se faire respecter, dans le fait de ne pas tolérer ce genre de situation, plutôt qu'en fait citer un tweet en disant bon bah de toute façon la situation elle est telle quelle et puis ça ne changera pas. Bah oui parce que Nice, saison 2008-2009, se faisait aussi voler à Lyon. Voilà, dans des circonstances dans des circonstances là aussi extrêmement questionnantes. Donc voilà, on n'est pas dans le secret des dieux, on ne travaille pas au sein du club. Je ne sais pas si Monsieur Bocquet fait du bon boulot ou pas, je l'espère. Mais là, aller dans le sens du vent juste parce que les supporters râlent pour faire plaisir, alors que ça n'a aucune valeur juridique, aucune valeur. C'est juste pour aller dans le sens du vent et faire plaisir à des supporters qui râlent. Ouais, moi j'aimerais bien aussi dire un petit mot sur un personnage que, bon, c'est vrai que je critique souvent, hein, que je n'apprécie pas beaucoup et que je vais remettre une couche. Monsieur Jean-Pierre River, où êtes-vous? Monsieur Jean-Pierre River, vous n'êtes pas directeur adjoint de la Ligue ou je ne sais quoi? Mais où êtes-vous, monsieur Jean-Pierre River? C'est bizarre parce que monsieur Jean-Pierre River, on le voit en août, quand il est bien bronzé, quand il peut mettre la chemise, il peut ouvrir trois boutons, et que tu repars sur un nouveau cycle, tu vas chercher Francaise, qui est peut-être le meilleur entraîneur, en tout cas l'entraîneur français qui fait le plus plaisir aux gens. Ok, bah là, il se montre comme tous les ans quand t'as un nouveau coach, quand t'arrives à avoir un nouveau bon joueur qui a un petit nom et tout ça, que c'est un peu cool. Mais maintenant, vous êtes tout, monsieur Jean-Pierre River? Pourquoi, monsieur Jean-Pierre River, à chaque fois qu'on est dans la merde, on vous voit jamais, vous disparaissez, et on s'en bat les reins? Pourquoi vous avez des places au placé où vous touchez encore du pognon à droite à gauche, et on vous ouvrez jamais votre gueule, on n'est jamais dans les petits papiers de je ne sais quoi, hein. Je parle même pas que d'arbitrage, mais dans les médias ou quoi que ce soit, on n'est jamais mis en avant. Il faut qu'on fasse des saisons de fou furieux avec un Ben Arfa qui vole sur tout et qui est même pas sélectionné à l'Euro. Bon, ça c'est une bise à Deschamps, mais au passage. Euh, vous êtes où, monsieur Jean-Pierre River? En fait, vous foutez de notre gueule. Vous êtes dans votre spa, vous êtes sur les îles, vous faites quoi là? Mais pourquoi vous n'êtes pas à Lyon? Pourquoi vous venez pas parler? Pourquoi vous allez pas sur l'équipe qui sont vos potes pour aller dire c'est un scandale ce qui s'est passé ce week-end? Monsieur Jean-Pierre River, s'il vous plaît, vous parlez beaucoup,
Mais il y a un moment où il va falloir agir parce que c'est bien d'aller chercher des investisseurs qui vont vous filer à vous des plein de millions d'euros, mais vous en avez rien à foutre du football en fait. Vous vous en foutez. Je suis désolé, mais à un moment, il va falloir qu'on remette les choses à leur place. C'est comme le stade. Un jour, écoute, Pancho, un jour, il faudrait qu'on fasse vraiment un numéro sur le foot et même d'aller chercher des supporters d'autres équipes sur les stades de foot hors des villes. À qui ça plaît vraiment les stades de foot dans les villes et à qui ça a réussi à Nice? Mais monsieur Jean-Pierre River, dans l'immobilier, vous avez réussi, tant mieux pour vous. C'est bien que vous mangiez parce que vous avez sauvé le club à un moment. Mais maintenant aussi, il va falloir être actif dans votre club. Arrêtez de parler pour du vent et montrer que vous aimez vraiment le club parce que pour l'instant, vous ne montrez rien du tout, monsieur Jean-Pierre River. Vincent, sur ce débat un peu plus global finalement de la personne un peu forte, est-ce que tu penses qu'il manque quelqu'un finalement aujourd'hui dans cet organigramme? Est-ce qu'il manque, je vais prendre l'exemple de Marseille, mais quelque part, râler, ça passe. Et même Daniel Congré, la semaine précédente à Reims, qui râle pour Lyon, Benassia à Marseille. Est-ce que pour toi, il manque vraiment quelqu'un ou est-ce que tout simplement, et là ça va être un peu cru ce que je vais dire, mais l'identité niçoise, elle se perd petit à petit au point où bah, t'as pas de, ouais, t'as pas de, comment dire, de personne un peu historique qui vient et qui secoue un peu tout le monde, l'air de dire en fait on en a ras-le-bol parce que ça fait 3 ans qu'on se fait voler à Lyon. Bah, en soi, oui, t'as personne d'historique du club, on va dire. T'as aucun représentant de l'identité niçoise dans les hauts placés. J'en connais pas de mémoire, donc corrigez-moi si je dis faux, hein, mais pour moi, là, il manque pas forcément quelqu'un, mais en fait, les gens en place, c'est à eux de se montrer. On a entendu Francaise, on a entendu Florian Maurice, mais ceux qui doivent aboyer plus fort que les autres, c'est Jean-Pierre River et Fabrice Boquet. Et aujourd'hui, je sais pas, alors Fabrice Boquet et Jean-Pierre River, ils sont dirigeants, mais quel est leur vrai impact bah, au sein de la fédération, au sein de la ligue, au sein de même des médias? Bah, en fait, on voit pas, tu vois, même, enfin, tu écoutes, ne serait-ce que tu écoutes RMC, on entend quasiment jamais parler de Nice ou 10 fois moins que des clubs comme Lyon, Marseille, Paris, Lille. Euh, En fait, on est un peu dans l'oubli et j'ai l'impression que bah, personne n'est là pour élever la voix quand il faut. On aboie un petit peu, mais en final, on monte les crocs, mais on n'attaque jamais vraiment. On se défend pas plus que ça. On subit un petit peu les événements et je trouve ça dommage parce que on est quand même un club aujourd'hui qui en France commence à compter, sans être trop ambitieux non plus. Mais on est un club installé dans le top 8 depuis maintenant 5-6 saisons. Donc tu t'attends à ce que les dirigeants bah, montent un peu plus au créneau pour faire valoir les intérêts du club. Et aujourd'hui, je le vois pas assez. Donc un peu déçu là-dessus. J'espère que ça changera. Mais bon, voilà, c'est un petit constat à l'instant T, c'est que on n'a pas de digne représentant qui est capable de taper très fort du poing sur la table et de faire avancer les choses, quoi. En vrai, c'est intéressant comme question parce que, tu vois, par exemple, si tu regardes un peu ce qui se passe ailleurs, Mehdi Benassia, qui n'a aucun lien avec l'Olympique de Marseille, il est là depuis quelques mois et finalement, lui, il arrive, il tape du poing sur la table. Donc, c'est une question de personnalité. C'est peut-être une question aussi de ce qu'on a voulu depuis des années. Euh, alors, c'est ni pour taper sur Jean-Pierre River, ni pour taper sur Dante. C'est un choix qui a été fait. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon? Je sais pas. En tout cas, il porte pas ses fruits pour l'instant. Mais il y a quand même 7-8 ans, on a décidé de drastiquement changer, d'avoir des joueurs qui parlent moins sur le terrain parce que ben, finalement, oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'effectif, mais c'est depuis plusieurs années où on voit que c'est une mentalité qu'on essaie d'adopter. Alors peut-être que ça vient de tout en haut et que c'est un choix qui est fait pour justement essayer d'aller plus dans le sens des arbitres, de moins leur rentrer dedans pour qu'ils soient un peu plus sympas avec nous. Mais on le voit que bah, Dante, c'est quand même quelqu'un qui est quand même globalement sympa sur le terrain. Jean-Pierre River, il a jamais trop fait de grosses frasques, à part quand il s'est embrouillé avec Longoria, mais globalement, il l'a pas fait. Julien Fournier, il n'avait pas pour habitude de monter au créneau non plus. Donc en fait, on a eu depuis une dizaine d'années, je trouve qu'on a vraiment fait ce changement et qu'on ait décidé d'être plus gentil. Et j'ai l'impression qu'on est maintenant beaucoup trop gentil en fait. Et les mentalités pour qu'elles rechangent, ça va être compliqué, hein. Il va falloir du temps. Et il va falloir vraiment qu'il y ait des mecs qui aillent au charbon, qui peut-être que ça allume leur carrière à eux pour le club, c'est possible. Parce que des fois, bah, tu as des déclarations qui seront peut-être un peu trop grosses. Mais je pense que c'est un problème depuis longtemps et une décision qui a été prise il y a quelques années dans ce sens-là, quoi.
Écoute, Anto, moi je vais te dire ce que je pense. Je pense que c'est lié au rachat d'Ineos, tout simplement. C'est pas une dizaine d'années, c'est lié au rachat Ah, d'Ineos. Pour moi, hein. C'est-à-dire que dès lors qu'on a eu Ineos, on a eu une communication disproportionnée, on a eu du flou, on a eu beaucoup de changements d'entraîneur comme jamais on avait connu à l'OGC Nice dans l'histoire récente. C'est pas tant Jean-Pierre River ou Dante qui ne sont pas exemples de tout reproche, je l'entends, mais cette communication lisse, voilà, ne pas vouloir faire de vagues à coup de communiquer pour calmer un peu les ardeurs, pour moi, c'est estampillé Ineos. Voilà. Parce qu'on l'a déjà vu, hein. Et puis Jean-Pierre River, je pense qu'il y a eu un après au GC Nice Marseille. Vraiment. Dans le fait de se positionner, dans le fait d'intervenir, dans le fait de faire un peu le gilet pare-balles pour le club. Je pense que ça l'a tellement secoué ce qui s'est passé et il s'est tellement, entre guillemets, grillé d'avoir voulu réagir à chaud que il préfère ne pas réagir ou réagir en étant beaucoup plus dans les faits, à savoir, voilà, alors pas publiquement, mais en demandant justement le rapport audio comme ça avait été fait auprès de la DTA. Donc, ouais, c'est plus global. Et pour moi, notre problème, et quand je parle de l'identité, c'est surtout le fait qu'on s'embourgeoise. Voilà. On a plus de masse salariale, on a plus de budget. Alors on nous dit, ouais, il n'y a pas d'argent chez Ineos, etc. Tu parles, faut arrêter au bout d'un moment. Je veux dire, on a quand même des moyens qui sont alloués, qui sont suffisants pour être ambitieux. Et surtout, on n'a pas de continuité qui nous permet réellement d'avoir un projet sportif stable. Et surtout, un club qui est structuré à tous les étages, qui nous permet d'y voir clair et d'être connecté avec le territoire, d'être connecté avec une certaine mentalité. Il y a quelques années, sous Fournier, avant qu'Ineos arrive, on était reconnu et connu comme étant un club qui n'avait pas trop d'argent, qui bossait bien, qui arrivait à relancer des carrières de joueurs et qui avait des résultats. Parce qu'avant Ineos, faut pas déconner quand même, on fait 4e 2012-2013, on fait 4e 2015-2016, on fait 3e 2016-2017. C'est-à-dire qu'avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, on fait 3 fois la Ligue des Champions. Donc au bout d'un moment, euh, on, a, on a gagné sans doute beaucoup avec Ineos, mais je trouve qu'on a pas mal perdu. Et je trouve que l'image de marque de l'OGC Nice n'en a pas forcément pris un coup positif. Voilà, on est vu comme étant un club géré par un milliardaire anglais qui n'en a rien à branler de l'OGC Nice. Voilà, qui n'est pas au club, qui ne vient pas voir les matchs, qui ne s'occupe pas de Nice, et encore plus depuis que United a été racheté par Ineos. Donc le problème, il est là. Le problème, il est là. Le problème, c'est la multipropriété, déjà. Bon, là, on dévie complètement, mais si tu mets quelqu'un à la tête du club, peut-être avec moins d'argent, mais qui aime profondément le football de base, et qui de ce fait, qui aime l'OGC Nice, déjà, on aurait je sais pas, une structure, une fondation beaucoup plus solide, à mon sens, qui te permettrait d'y voir un peu plus clair. Voilà. C'est mon ressenti. Après, encore une fois, c'est peut-être un peu biaisé. Et parce que, mine de rien, Ineos sont là depuis maintenant 5 ans et demi. Donc on commence à avoir quand même un certain recul. Messieurs, peut-être on rajoute quelque bah, chose. Anto. je suis d'accord, mais tu vois, par exemple, il faudrait que je serais 100% d'accord avec toi si, admettons, alors pas que cette année, mais l'année prochaine, on a un vrai changement dans les mentalités, dans ce qu'on attend sur le terrain, etc. Parce que même si on est sous Ineos, on n'est plus sous Ineos. Enfin, Hmm. j'entends dans la gestion. Il y a plus de mecs d'Ineos qui interfèrent avec l'OGC Nice. Temporairement. Donc forcément, temporairement, mais de toute façon, enfin, bon bref, ils vont se concentrer sur Manchester United, ils vont faire comme à Lausanne, ils s'en foutent de nous. Ils ont mis des mecs. Donc maintenant, on bosse finalement entre nous. Alors que ce soit des figures de Nice ou pas, peu importe, mais en tout cas, on bosse avec des mecs qui bossent pour le club et que pour le club. Donc peut-être que ben, on verra dans 6 mois, un an, que ça a rapporté ses fruits. Et dans ce cas-là, je te dirais, ben, Pancho, ta prise de parole, elle était parfaite. On verra si ça sera le cas ou si ça va continuer dans ce sens-là et dans ce mouvement, ou peut-être on sera revendu et dans ce cas-là, bon, il y aura une autre histoire à raconter, mais en tout cas, c'est intéressant ton point de vue. Vincent, finalement, notion de temps, on y revient, mais Anto l'a dit, si on laisse le temps avec Aise et avec les hommes en place, on laisse la chance au produit quelque part, et on laisse la possibilité à un entraîneur d'avoir une marge de manœuvre assez importante pour façonner une équipe à son image. Et le recrutement d'un Ali Abdi, parce qu'on en a parlé, n'est pas anodin. C'est un joueur qui est
revanchard, qui a besoin de montrer qu'il a le niveau pour jouer en Ligue 1. Et derrière, il y a une Grinta qui, en plus d'être exceptionnel parce qu'il est performant, correspond parfaitement aux joueurs, au type de joueur, au type de profil qu'on apprécie à Nice. Ouais, exactement. Mais après, pour la progression du club globalement, il faut juste de la stabilité, mais on n'en a toujours pas, en fait. Toujours pas. Alors des fois, c'est pas que de notre choix, hein. Il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu des départs un peu anticipés comme Farioli cet été, mais même Ghisolfi aussi. Mais au final, on n'a toujours pas eu cette stabilité sur 2 3 ans pour pouvoir enchaîner. Et ça, que ce soit au niveau de l'organisation, que ce soit au niveau des dirigeants, que ce soit au niveau financier et que ce soit au niveau de l'effectif. Et en fait, si tu veux mener un projet à bien, il faut que bah, toutes les composantes de ton club soient globalement basées sur cette stabilité-là et progressent dans le même sens. Et aujourd'hui, on ne l'a pas du tout, ça. Donc, moi, je pense que c'est là l'étape. Aujourd'hui, on a des bonnes personnes en place. Franquès, c'est un des meilleurs coachs français. On a un effectif qui est franchement intéressant si tu enlèves les blessures. C'est relativement complet, c'est prometteur. Mais voilà, il va falloir qu'on garde ce cap, qu'on arrive à garder cette stabilité et bah, qu'on se développe petit à petit de cette manière-là. Donc bon, voilà, là on est reparti sur des nouvelles bases cette saison et j'espère que ça va suivre bah, déjà cet hiver, l'été prochain et puis continuellement ensuite, quoi. Donc, mais voilà, pour moi c'est le chemin à suivre. Ça doit faire 5 ans que je le dis, mais on l'a toujours pas suivi pour le moment. Donc, on Je le confirme parce que c'était ce que tu disais avant l'arrivée de Farioli, il me semble, quasiment il y a 1 an et demi, quoi. Donc, messieurs, juste pour clôturer un peu l'analyse de la rencontre, alors on a parlé de la défense, des latéraux, peut-être Anto, un joueur ou un sujet qu'on n'a pas encore évoqué que tu souhaitais mettre sur le tapis éventuellement. Uniquement dans le match ou général? C'est toi Bon, qui vois. moi j'aimerais bien mentionner. J'ai fait un tweet cette semaine et je m'y tiendrai. Je voudrais parler du cas Mohamed Abdelmonem. Euh, Ça dépasse le football, donc c'est ça qui est un petit peu embêtant. C'est qu'en ce moment, il prend une vague de haine, méritée ou non par rapport à son niveau. C'est une chose. Moi, je pense que c'est pas humain ce qu'il reçoit. À échelle plus grande, c'est ce que reçoit Kylian Mbappé. C'est un vrai problème en ce moment dans le football parce qu'en plus, on a des joueurs qui consultent les réseaux sociaux maintenant. Malheureusement, c'est la génération. Donc forcément, ils voient ce qui se passe, etc. Et je pense que heureusement qu'il parle pas français parce qu'il y a aucun mec en égyptien qui dit qu'il pue la merde et qu'il faudrait qu'il reparte très vite. Mais en tout cas, c'est pas correct ce qu'on est en train de faire. Et on, je vois plein de mecs qui peuvent parler sur certaines équipes qui font ça, sur par exemple une équipe qui a quelques kilomètres, dizaines de kilomètres de chez nous, et qui hurait un joueur au bout de un demi-match, et qui en rigolent et qui disent que c'est des tocards, mais en fait ils font exactement la même chose. Et j'aimerais bien qu'on prenne conscience de ça, qu'on prenne conscience que t'as un mec qui arrive d'Égypte, qui parle pas un mot de français, qui parle peut-être même pas très bien anglais, qui se retrouve baladé avec un défenseur central à chaque match différent, alors qu'il en connaît aucun, qui est dans une situation difficile, sans préparation, en sortie d'une saison de 80 matchs avec Al Ahly, euh, où il était chez lui, il avait tous ses repères, et au final, ben, on lui tombe dessus. Alors, ça va parce qu'au stade, il est pas sifflé ou quoi que ce soit, donc c'est déjà une bonne chose parce qu'il a moins cet impact en réel. Mais laissons-lui du temps et essayons d'apprendre un petit peu de tout ce qu'on a fait. On a critiqué des joueurs énormément. Melvin Barr, je reviens, mais Melvin Barr, moi le premier, hein, j'ai beaucoup douté et j'ai beaucoup parlé sur Melvin Barr en disant que bah, ce mec-là, il n'aurait jamais le niveau. Bah, au final, aujourd'hui, c'est un des exemples à suivre à l'OGC Nice. Evan Guessant, on a été beaucoup à avoir des doutes sur Evan Guessant, à se dire que bah, ce mec-là, il était là que parce qu'il venait de la formation et qu'il n'aurait jamais le niveau. Bah, aujourd'hui, c'est un de nos deux meilleurs avancantes depuis le début de la saison, voire le meilleur. Euh, donc, essayons de prendre ces exemples-là, laissons-lui du temps, encourageons-le, essayons de faire en sorte que, ben, d'attendre que son prof de égyptien français, parce que ça court pas les rues, ben, il soit plus malade et qu'il puisse lui apprendre quelques mots de français pour qu'il puisse s'intégrer plus facilement, il se sente plus chez lui. Et après, on pourra le juger. Mais peut-être que même si cette saison il est pas bon, ben c'est pas grave. Et en plus, il a pas de chance, il est obligé de jouer parce qu'il y a personne d'autre. Donc laissons-le tranquille, tempérons nos propos et ensuite on verra par la suite. Peut-être que dans 2 ans, ben, tout le monde pourra m'attraper et me dire bah non mais on avait raison, il est nul. Ben, peut-être, mais en tout cas il mérite pas ce qui est en train de s'arriver sur lui en ce moment et je trouve ça très regrettable.
D'autant plus que effectivement, alors on n'a pas assez de recul aujourd'hui pour juger ses prestations. Donc factuellement, d'un joueur à l'autre, il faut avoir un panel de rencontres pour juger, on va dire, d'une demi-saison ou d'une saison. Or, Mm. pour l'instant, Abdelmonem, c'est combien? C'est une douzaine de matchs grand maximum. Même Donc pas. là-dessus, bon, tu prêches un convaincu. En fait, j'ai l'impression qu'on critique les performances à l'instant T, il y a des choses à dire, effectivement, tu sens qu'il est dans le creux de la vague, tu sens qu'il n'est pas en confiance. Il faut prendre en compte le contexte, il faut prendre en compte ce que tu disais. On ne peut pas uniquement voir la face visible de l'iceberg, à savoir le terrain. Effectivement, c'est regrettable, parce que derrière, on voit que le joueur il est hésitant, il fait des erreurs qui sont à ce niveau-là, qui ne pardonnent pas, ce qui s'est passé contre les Rangers. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Maintenant, est-ce que pour autant on va lui faire un procès au point de dire ouais, le mec il est pas bon, qui retourne, ouais, le meilleur défenseur d'Égypte et tout. On voit qu'il y a une forme de, je vais pas dire de haine, mais de répétition et Mhm. de petites musiques qui perdurent et c'est assez gênant. Donc il faut retenir les leçons du passé et voir que peut-être la réalité aujourd'hui, 3 décembre, date de l'enregistrement de ce numéro-là, 2024, bah Abdelmonem, il est en difficulté, mais peut-être que d'ici quelques mois, quelques années, ça deviendra un top défenseur central et qu'on se dira, ben ouais, cool. En fait, il a été recruté peut-être pour prendre la relève de Dante, il a réussi. Vincent, un petit mot peut-être sur Abdelmonem, et tu voulais parler de Hichem Boudaoui, il me semble. Ouais, bah pour Abdelmonem, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. De toute façon, pour moi, il est arrivé en fait dans le pire contexte possible pour débuter. Déjà, je crois que ses premiers matchs, il les a fait même pas aux côtés de Dante, au Vélodrome, contre Paris. Non, contre Paris, il a pas joué. Non, c'était Non. contre, À ouais, Lance. Bollard. je sais plus. À Ouais, Bollard, contre ouais. Lens, voilà. Ouais, c'était des gros matchs pour commencer, donc pas simple pour un joueur qui a pas connu la Ligue 1, qui arrive en France, qui parle pas un mot de français. Bon, pour moi, on l'a très mal intégré à l'effectif, mais par la force des choses, quoi, hein. C'est pas une erreur du staff ou du club. Mais voilà. Mais non, j'espère que ça va aller mieux comme vous. Je pense que c'est un vrai bon gars. Qu'il a des qualités aussi, mais que voilà, il faut qu'il prenne le temps. Peut-être comme disait Anto, cette saison, ce sera pas génial. Mais voilà, faut pas l'enterrer, faut l'accompagner justement, l'aider à surmonter tout ça. Et puis, ce sera positif, j'en suis sûr. Et après, oui, pour parler de Boudaoui, moi, ça va devenir mon sujet numéro un, je pense. Parce que c'est un joueur qui est énormément frustrant. C'est un joueur qui a des capacités énormes dans l'abattage, qui a une belle qualité technique aussi, on l'a déjà vu, mais qui pour moi, aujourd'hui, il joue à contresens. Parce que je trouve qu'il pèse un peu trop peu défensivement dernièrement. Il récupère pas assez de ballons, j'ai l'impression qu'il court de plus en plus dans le vide. Et quand il a le ballon, c'est là que pour moi j'ai vraiment du mal. Il ralentit énormément le jeu. C'est chaque prise de balle, c'est 3, 4, 5, 6 touches avant de libérer. Et pour moi, il y a des coups qui doivent être joués beaucoup plus vite de l'avant. Et en plus, il a la qualité pour le faire. S'il n'avait pas la qualité pour le faire, je ne tomberais pas dessus. Parce que tu vois, un mec comme Rosario, je vais pas l'allumer pour ça. Je sais que c'est pas, voilà, c'est pas son profil, c'est comme ça. Mais Boudaoui, pour moi, il a des qualités et j'ai l'impression qu'il joue à 60% de ce qu'il peut faire quand il a le ballon. Donc, moi, c'est mon sujet, c'est voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il arrive à passer ce cap au niveau de l'apport offensif, de fluidifier le jeu, de jouer plus vite vers l'avant, de trouver des passes cassantes. Là, je vais me refaire son match contre Lyon parce que je vais faire une analyse dessus. Je pense que je vais compter les passes latérales. Et je vais faire d'autres matchs aussi pour regarder et comparer. Mais pour moi, c'est un joueur qui apporte trop peu de jeu vers l'avant et je trouve ça vraiment dommage avec la qualité qu'il a. Moi, bon, déjà, merci. Déjà, merci, parce que, enfin, je veux dire, moi, je suis en boucle depuis des semaines sur Boudaoui, mais pas par plaisir, mais juste par. Alors, pour moi, je suis pas sur la frustration, Vincent. J'ai passé le cap de la frustration. C'est-à-dire que, pour moi, il ne joue pas à 60% de ses capacités. Pour moi, Au top, quoi. il est au top, enfin, je veux dire, il est au max de ce qu'il peut produire. C'est-à-dire un joueur correct, voire très correct, mais un joueur d'équipe. Voilà. Un Oui, bah joueur, oui. un joueur qui n'est pas un leader, voilà, de ton milieu de terrain et surtout qui effectivement
peut faire des choses bien, qui est extrêmement irrégulier dans la performance au sein même d'une rencontre, mais qui, de par ses passes, ses choix de passes, de par sa vista, de par son orientation du corps, tous ces choix, tu te dis mais putain mais le jeu il est pas là quoi. Le jeu il est pas là, il sent pas le jeu, il ne sent pas le jeu. Donc est-ce qu'effectivement il a sans doute une marge de progression comme tout joueur n'importe quel âge, mais moi j'ai l'impression que du moins peut-être chez nous, il a atteint un cap qu'il aura difficilement la possibilité de passer. Pour moi, il fait partie aussi de ces joueurs-là qui sont dans un confort chez nous. Et là, on parle football, mais alors la personnalité, est-ce qu'il renvoie en termes de body language sur le terrain? Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je veux plus de Isaga Kamara, par exemple. Plus de Isaga Kamara, plus de duels, plus d'intensité. Et puis, bien sûr, on parle. Agressivité positive, hein, Oui, mais et là, on parle même pas du fait qu'il est blessé régulièrement. Mais de toute manière, je l'ai dit, et si Nico passe par là, Naninho, je le dis, on fera un numéro dédié à Hichem Boudaoui le jour où il partira à l'OGC Nice, parce que c'est un joueur qui est l'un des plus anciens de l'effectif. Et quand on le voit sur la pelouse, eh bien, il ne correspond pas à l'attente qu'on a d'un joueur qui a combien 150 matchs environ sous nos couleurs. C'est voilà. Ouais, je suis Bon, d'accord. après, moi, je voudrais quand même faire un peu avocat du diable. Le truc, c'est que enfin, oui, Hicham Boudaoui n'est pas un leader, mais on le savait, quoi, qu'il a jamais été un leader. Tu vois, c'est comme. Enfin, j'espère en tout cas que dans le vestiaire, on lui demande pas d'être un leader. C'est ça, moi, c'est plus ça, tu vois. Donc, nous, on attend quelque chose, c'est une chose, mais ceux qui le voient au quotidien, tu vois, on va faire un parallèle. Quand tu avais Patrick Vieira à l'OGC Nice, New, qui demandait à Mario Balotelli d'être un leader pour tout le monde. Mais c'est pas un leader, mon gars. Lui, il s'en fout. Lui, il veut être bon, il veut que tes autres soient bons avec lui, mais c'est pas lui qui les dirige. Il y a un moment où il faut être intelligent. En ce moment, tu as Luis Enrique qui a décidé que son patron, ça devait être Dembélé. Mais comment tu veux avancer en mettant Dembélé en patron d'un vestiaire? Ce n'est pas possible. Il y a des moments, en fait, où la personnalité du joueur, tu peux la changer un petit peu, tu peux essayer de lui faire comprendre des choses. Mais Hichem Boudaoui ne sera jamais un leader, ça sera jamais un mec ultra méchant, parce que c'est dans sa personnalité. Maintenant, où par contre je te rejoins, moi je sais que plus en off, parce que j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de Clutch Pancho, je l'ai pas mal défendu sur le début de saison, parce que je trouvais que son début de saison était plutôt bon, il était consistant. Il y a eu des blessures qui ont fait que peut-être qu'il a perdu un peu de rythme, et j'ai l'impression que, en fait, à l'image de Rosario, en ce moment, j'ai l'impression que les deux, ils sont en vrai, comment dire, j'ai l'impression qu'en fait ils sont trop à l'aise, qu'ils savent que leur place elle est pas en danger parce qu'il y a personne derrière et ils ratent des passes à 2 mètres les deux. Il y a des courses qu'ils ne font pas pour défendre ou pour se replacer ou pour gêner la ligne de passe que d'habitude ils font et qu'en ce moment ils ne font plus parce que justement ils se sentent dans un fauteuil. Alors est-ce que c'est ça? Je sais pas. Mais Hicham Boudaoui, oui, il est très décevant et moi le premier je suis très déçu alors que de base j'adore vraiment le joueur. En ce moment, c'est cataclysmique, mais voilà. Je pense que aussi ce manque de compétition au milieu de terrain leur défavorise, en tout cas dans leur tête, ce qui n'est pas normal, on est d'accord, mais peut-être qu'il y aura besoin justement qu'Arachilier, en fait, il rentre une demi-heure dans le prochain match, qu'il remonte des bonnes choses et que le match d'après, même si tu as une semaine de repos, on te dise ah ouais, Ilié, tu vas et Boudaoui, tu vas sur le banc et tu restes le match sur le banc parce que t'as pas été bon depuis 2 mois. Est-ce qu'on y arrivera? Je sais pas. Bien, réponse ce week-end contre l'équipe du Havre, l'équipe doyenne, coachée par Didier Digard, qui va Mm. espérer faire un coup dans son ancien stade contre son ancienne équipe, en espérant, alors j'ai vu potentiellement la récupération de Klos et Abdi, si je ne dis pas de bêtises. Non, ça va être limite. Vincent, je te vois. Klaus. Klaus, j'y crois pas trop. Ouais. Abdi peut-être. Mendy peut-être. Mais bon, ça va être un peu compliqué. Euh, Compliqué. on verra bien ce week-end. En tout cas, merci les gars pour votre venue dans l'émission, pour eh bien, ces échanges-là. À 48 heures d'une rencontre qui aura bien fait parler, mais voilà, on referme gentiment cette analyse et ce match. Ça reste que du foot, même si ça nous a bien plombé le dimanche soir et le lundi. L'OGC Nice est 6ème avec toutes ces blessures-là. L'OGC Nice,
nous a quand même apporté un peu de plaisir et de bonheur cette saison. Il reste encore plein de matchs, plein de frustrations aussi, mais on l'espère plein de joie. Merci Anto, merci à Vincent. Et écoutez, Merci beaucoup. passez une très très bonne soirée et puis on se voit bien rapidement pour le prochain débrief du Club Pancho. La Bayeta et Issa Nissa. Issa Bonne Sofiane. soirée.